Voilà plus d'un demi-siècle qu'Edgar Morin nous apprend à regarder le monde. Arpenteur infatigable des savoirs, il est tour à tour écrivain, philosophe, sociologue, au gré de ses réflexions. Ses livres sont traduits dans toutes les grandes langues du monde. Ce penseur est un chercheur à part, inclassable, qui revendique la condition de touche-à-tout et dont la mission pourrait se définir ainsi, relier les connaissances. Je suis chercheur, c'est-à-dire que je suis chercheur professionnellement, puisque je suis au CNRS, mais je crois l'être aussi personnellement, c'est-à-dire que je cherche, c'est-à-dire que je ne sais pas très bien ce que je vais trouver quand je cherche. Je prends très au sérieux ce terme. Alors, je cherche dans la science de l'homme, et quand on dit que j'aime pas me dire sociologue, c'est parce que pour moi, je ne vois pas très clairement où sont les frontières entre le sociologique, le psychologique, l'économique, l'historique, etc. Penseur planétaire, comme le surnomment ses pairs, Edgar Morin voyage de passion en passion, à la recherche de nouvelles zones à défricher. En 1969, en Californie, il est invité à l'Institut de biologie de Salk, véritable pépinière de prix Nobel. Son ami Jacques Monod lui propose de réfléchir aux liens possibles entre sciences humaines et sciences exactes. Et là, il s'opère un virage, parce que à cette époque-là, non seulement je prends connaissance des transformations qu'a connues la biologie, mais surtout, je découvrais des types de pensée que j'ignorais. Gregory Bateson, les conceptions de la théorie des systèmes, de l'auto-organisation. Bref, il se passe dans ma tête, je dirais, je deviens born again, c'est-à-dire je renais à nouveau. C'est-à-dire, toute la façon de penser que j'avais spontanément, qui était complexe, je dirais, j'aimais relier les choses, intégrer les connaissances de sources diverses, j'aimais affronter les contradictions. Donc, je travaillais dans la complexité, mais sans avoir le mot, sans avoir le concept, et sans en avoir, je dirais même, l'épistémologie. C'était spontané. Et là, je comprends que je peux trouver la base fondamentale non seulement pour ma propre connaissance, mais pour favoriser un type de connaissance plus pertinent, plus riche, grâce à une vision complexe. Mais pour ça, il fallait que je fasse tout ce travail qui s'est appelé la méthode. La méthode, ce sont 6 tomes rédigés sur plus de 30 années. Une entreprise titanesque pour mieux comprendre le monde et soi-même. Traquant l'aventure des premières cellules jusqu'aux galaxies les plus lointaines, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, Edgar Morin s'intéresse à l'infiniment complexe, la vie. Ils ne sont pas encore bien mûrs. La recherche de la méthode, finalement, c'est une méthode de la complexité. La complexité, c'est quoi ? C'est quand il faut voir, vous savez, le mot complexus signifie ce qui est tissé ensemble, qu'il faut voir c'est les différents aspects d'une même réalité. Et c'est ça qui me stimulait. Après ce séjour en Californie, où je suis un peu comme une abeille qui a butiné à beaucoup de fleurs, qui a ramassé beaucoup de nectar, j'avais pris plein de notes, et j'ai pensé que cette fois il fallait aller à l'os. Et finalement, l'élan vient en Toscane, dans la villa d'un ami. Je travaillais donc jusque tard dans la nuit. Moi, quand je rédige, c'est la gestation en même temps. J'ai déjà pris des notes, j'ai réfléchi, mais je parle comme d'une nébuleuse spirale. Les choses se précisent, et en rédigeant, je pense, je me transforme, je change, je regarde de nouvelles sources. Je suis, si vous voulez, devenu comme une sorte de peintre de fresque, mais la fresque, elle est dans l'espace, et moi, ma fresque, elle est dans le temps. C'est dans le temps que j'ai fait ce travail. C'est très difficile de comprendre un grand problème comme la violence, parce qu'on le voit souvent d'une façon unilatérale. Or, pour comprendre ce problème, il faut comprendre et la partie, et traiter localement la partie, mais aussi considérer le tout. C'est ça la grande difficulté. On n'enseigne pas la compréhension humaine. Or, si on enseignait la compréhension humaine, que de drames on pourrait éviter, pas seulement entre les nations, mais
au sein d'une même famille, au sein d'une même école, au sein d'un même atelier. Il y a une chose qui est frappante, disons, chez l'intellectuel moderne, c'est qu'il est l'héritier de deux traditions contradictoires. Par l'une, n'est-ce pas, c'est la tradition des Lumières, la fonction critique, disons, c'est-à-dire la fonction qui détruit les mythes. Et l'autre fonction des intellectuels, c'est que c'est eux qui fabriquent les mythes dans la société moderne, c'est eux qui fabriquent les idées. Et effectivement, la maladie naturelle de l'intellectuel, c'est de prendre l'idée qu'il fabrique pour la réalité. Ça, c'est une maladie typique de l'esprit et de l'intelligence. On prend le concept pour la réalité. Alors je dis que l'intellectuel, aujourd'hui, devrait perdre son assurance et son arrogance et devrait lui-même se considérer dans la situation où il est, essayer de reprendre le travail de la recherche de la vérité et cesser de se considérer comme le propriétaire de la vérité. Actuellement, le système Terre est incapable de traiter ses problèmes vitaux, celui de la faim dans le monde, celui du déchaînement des fanatismes, celui des armes nucléaires qui prolifèrent, celui de la dégradation de la biosphère. Il est donc condamné soit à mourir, soit à se métamorphoser. L'image, nous la connaissons, nous voyons des chenilles qui entrent dans un cocon. Et qu'est-ce qui se passe? Cette chenille, d'une façon extraordinaire, s'auto-détruit en tant que chenille tout en s'auto-construisant comme papillon. Un être tout à fait différent et qui pourtant est exactement le même tout en étant autre. Et le papillon va prendre son vol. Nous sommes dans une époque de chaos, c'est-à-dire où les forces de destruction sont liées à des forces de recréation, mais malheureusement qui ne sont pas encore assez puissantes et laquelle nous essayons de contribuer. Mais à mon avis, c'est ça dont on a besoin. Pas seulement changer des petites habitudes, mais un changement fondamental. Ces facultés créatrices qui existent dans l'humanité peuvent se réveiller. Et ce sont elles qui peuvent produire les métamorphoses. Donc, si vous voulez, le paradoxe, c'est que ce qui nous conduit vers l'abîme est peut-être ce qui, en même temps, nous conduit vers le salut. C'est que s'il y a une espérance, elle est inséparable de la désespérance dans laquelle elle va naître.